président de la République vient à peine d'entamer son nouveau septennat. Oui, c'est une très bonne question. J'espère que Où était l'urgence? Oui, voilà. je vous en Donc, prie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nyan Fendi, pendant longtemps, a incarné le poste du successeur légitime à la tête du pouvoir. Mais ça n'avait pas autant fait débat comme le poste du vice-président nommément voté à l'Assemblée. Dans ce numéro, Moussa Njoya et Robert Mouté-Ambassa croisent le verbe sur l'opportunité, les responsabilités, le cahier de charge de ce nouveau vice-président-là. Ils font le tour des postes ministériels et ressort les failles que le système veut corriger. Je ne suis pas peut-être très d'accord avec les questions sur la légitimité de Paul Biya, mais je ne pouvais pas m'attendre mieux venant d'un classique du RDPC comme Mouté-Ambassa. Je vous prie de suivre. C'est vrai que Njoya Moussa, pour une fois, n'est pas trop critique. Il essaye d'être plus collabo avec Mouté-Ambassa que critique. Bref, suivez jusqu'à la fin et laissez un commentaire. Je vais dire une chose. Le président Paul Biya est reconnu quand même comme quelqu'un qui est toujours dans la légalité. C'est rarement qu'il pose des actes illégaux. Alors, le référendum, c'est un choix. Passer par le Parlement, c'est un autre choix. Donc, il fait le choix qui l'arrange. Vous l'avez élu. Vous lui avez donné le plein pouvoir. Donc, laissez-le gérer. Il a 7 ans pour ça. Alors, pourquoi le poste de vice-président? Je crois que tout le monde est d'accord que les choses allaient un peu dans tous les sens. Les choses allaient un peu dans tous les sens, au niveau du fonctionnement même de l'État. Ok? Vous savez, les très célèbres, très hautes instructions. Beaucoup n'y croyaient plus. Même quand une autre sort en disant sur très haute instruction ou bien très haut accord ou d'ordre de ceci, cela, bon, les gens acceptent, mais il y a d'autres qui disent, mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Ça n'allait plus. On a vu des situations de fonctionnement, de dysfonctionnement qui ont mis mal à l'aise. On a vu par exemple, le Premier ministre décide, parce qu'il concerne le port autonome de Douala, le directeur général traîne les pieds à le faire. On a vu à Yaoundé, le ministre de l'Habitat, parce qu'elle a trouvé une entreprise financièrement crédible qui peut faire une route par laquelle le pape va passer. Et le maire et elle se mettent à bagarrer entre guillemets. Je veux dire par là que ça s'est vu à travers les collaborateurs des uns et des autres. J'ai vu un policier, moi je me rappelle quand on était petit, on appelait ça Dama. La clé 14. Le policier a donné 1000 clé 14 à quelqu'un. Je ne resterai plus à la place de celui qui était coincé. Parce que c'était très difficile. Pour dire que ce monde de dysfonctionnement n'honore pas le pays. J'ai pris des cas comme cela. Il y en a beaucoup d'autres. Chacun peut trouver des cas de part et d'autre. Ça fait que la situation du fonctionnement du pays posait déjà problème. Et beaucoup se demandaient si le président est toujours là. Si le président n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? D'autres Alain a dit que peut-être le président n'est même plus en vie et les gens continuent de nous faire croire qu'il est là. Donc vous voyez, c'était pas bon. L'ambiance n'était pas bonne. Ça c'est un des deux. Le président a des combats qu'il mène. C'est des combats invisibles. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes sorties. Le combat pour la souveraineté. J'ai fait allusion aux accords de coopération économique et militaire qui n'ont pas été renouvelés en 2009, monétaire en 2020, parce qu'on doit sortir du CFA. Le CFA, la monnaie est, comment je veux dire, l'outil de souveraineté, le premier outil de souveraineté de tous les pays. Et si on veut dire qu'on est souverain, on a besoin de souveraineté, il faut commencer par la monnaie. Et nous, la monnaie que nous avons n'est pas notre monnaie. On ne peut rien faire de durable. On ne peut pas se développer parce que cette monnaie nous a condamnés à mort depuis nos indépendances. Donc, il faut ces combats qui ne sont pas visibles. Il faut quelqu'un qui doit pouvoir les suivre. La même personne doit pouvoir stopper tout le désordre qu'on a constaté au niveau de la très haute hiérarchie de l'État, au niveau des institutions. Alors, il faut que ce soit quelqu'un qui est au-dessus du lot. Parce que vous voyez, quand un ministre d'État prend une décision qui doit être appliquée par un Premier ministre, vous voyez que ce n'est pas évident. Okay? Oui. La décision du ministre d'État ne peut pas être adressée au Premier ministre parce qu'au plan hiérarchique, le Premier ministre est au-dessus de lui. Il sera obligé de l'adresser au secrétaire général du Premier ministère, par exemple. C'est des exemples que je prends pour dire que ce mode de dysfonctionnement n'a pas aidé le pays. Donc aujourd'hui, le président qui est bien conscient de tout ça, met en place quelqu'un qui va venir, par rapport à lui-même le président. Le président, c'est le chef de l'État. C'est lui le pentium, il a tout dans la tête. Mais le président a des problèmes de mobilité, tout le monde le sait. Je n'invente rien. Il a besoin de quelqu'un qui va jouer un peu ce rôle. Vous avez pris un exemple tout à l'heure, de 5 ans, sans conseil supérieur de la magistrature. Le vice-président peut maintenant présider sur l'instruction du président. Le 20 mai, si le président ne peut pas venir au 20 mai, le vice-président peut le faire. Donc, c'est quelqu'un qui va venir assister le président, pas aider le président. Parce que le président n'a pas besoin d'être aidé parce que c'est son pouvoir à lui, il ne le partage pas. Maintenant, il a besoin de quelqu'un qui va l'assister. Mais il a déjà le Premier ministre, le président. Non, mais attendez. Il y a les membres du gouvernement. Mais je ne dis pas le contraire. Mais vous avez vu la cacophonie qu'il y a. Ça veut dire que ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes convaincu? Je crois qu'il n'y aura pas cacophonie avec la justement avec non, vous savez, d'ailleurs, on ne sait pas ce qui est mis dans... Laissez-moi développer. La structuration de notre gouvernement crée aussi ce dysfonctionnement, vous comprenez? Oui. Parce que vous savez, il y a au niveau du gouvernement le Premier ministre. Mais il y a des ministres de souveraineté.
des ministères de souveraineté, c'est-à-dire l'administration territoriale, les finances, la défense, la justice, La santé. les relations extérieures, DGSN. DGSN et tout ça. Tout ça, c'est rattaché à la présidence. Hein. Ok. Marché public, contrôle supérieur. Voilà, ça c'est les ministres délégués à la présidence, ils sont tous liés à la présidence. Donc, c'est le président qui est le vrai patron. C'est pas le premier ministre, c'est pas le ministre. Les ministres délégués ne sont pas les vrais patrons. Le ministre délégué est là pour suppléer au président sur ce secteur d'activité. Et donc, le premier ministre ne peut pas aller mettre le nez dedans. Ça ne le concerne pas, ça concerne le chef de l'État. C'est la raison pour laquelle vous voyez les ministres qui occupent ces postes, on semble un peu déconnectés du gouvernement parce qu'ils savent qu'ils dépendent du président de la République. Et le secrétaire général, alors qui est un peu chargé de coordonner tout ça, est comme le patron des patrons du côté de la présidence, en dessous du chef de l'État. Donc, ce modèle de fonctionnement a montré ses limites. Le SGPR, pour écrire au Premier ministre, écrit plutôt au secrétaire général du Premier ministère, pour lui dire que c'était haute instruction du chef d'État, voilà. Et c'est le SG maintenant qui peut avoir le Premier ministre pour lui dire que bon voilà, mon collègue de la présidence m'a demandé, m'a dit ceci, m'a dit cela. Pourquoi? Maintenant, avec un vice-président, ça va aller, c'est vertical. Le vice-président va donner les instructions au SGPR, il va donner au Premier ministre, il va donner à tous les autres. Sur délégation, sur instruction du chef de l'État lui-même, qui garde son pouvoir, j'insiste dessus. Il ne délègue rien au vice-président. Il faut que les choses soient claires. Parce que les gens pensent que le vice-président vient là pour décider. Il est là pour l'assister, pas pour l'aider. Donc ça fait que ce modèle de fonctionnement a créé des troubles et des perturbations. Aujourd'hui, la venue d'un vice-président pour assister le président, ce que le président ne veut pas faire, ou bien ne peut pas faire, il va envoyer son vice, et non, ça ne sera plus le SGPR qui va faire les instructions au gouvernement. Ça va venir de plus haut, donc vertical. Le Premier ministre est sous les ordres du vice-président, le SGPR est sous les ordres du vice-président, tous les ministres d'État sont sous les ordres du vice-président, ainsi de suite. Donc ça fait que la cacophonie qu'on a notée ces derniers temps va disparaître. Donc pour dire que par rapport à l'avenir du vice-président, c'est un poste important qui vient résoudre de façon ponctuelle une situation. Et cette situation va rester tant que le président qui a été élu ne veut pas aller au-delà de ça. Maintenant, les gens ont de bavarder, de dire que oh, ceci, cela, il doit être légitime, il doit être ceci, là, c'est bien beau. Mais je dis, on a donné nos mandats à Paul Biya. Paul Biya s'organise comme il veut. Aller dans les populations, leur expliquer la situation. Obtenir l'adhésion de ces populations pour prendre la majorité au Parlement. C'est une fois que vous serez au Parlement que vous allez apporter tous les changements que vous voulez. Ça, il faut expliquer aux populations, parce que si les populations ne sont pas d'accord avec ça, les prochaines élections qui vont venir, ils vont donner la majorité. Oui. C'est prévu pour quand, ces prochaines élections? Parce que là, il y a encore un flou. Il n'y a pas encore de date précise, mais on sait qu'on a prorogé. Les députés ont été prorogés jusqu'au 20 décembre. Voilà, les conseils municipaux, c'est en cours, il n'y a pas de plafond. Parce que le président a toute une série de choses. Lui-même, dans son discours du 10 février, a bien dit qu'il n'a pas encore fait son gouvernement parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il doit mettre sur pied avant ce gouvernement. Donc il est dans la logique, on est un peu dans une transition pour mettre en place un certain nombre de structures qu'il a souhaitées pour donner le meilleur de lui-même et du gouvernement de manière à obtenir les résultats qu'il souhaite. Parce que vous savez, aux dernières élections, l'ODPC a gagné mais avec 53%. Ok? Oui. C'est l'un des faibles résultats que nous on a depuis les années 92, je pense, si je me trompe. Donc du coup, ça veut dire qu'on a des problèmes. Même en interne à l'ODPC. Il n'y a pas un, que ce soit l'ODPC ou opposition, qui peut lever le doigt pour dire qu'il n'est pas content du fait qu'on a prorogé les dates des élections. Tout le monde est content, même ceux qui ont pris part aux élections. Allez voir le score. Ils ont eu combien? Ils n'ont rien eu. Et ils ont plutôt essayé de négocier par-ci, par-là. Moi, je pense que nous avons cumulé toute une série de problèmes, de préoccupations, de dysfonctionnements que le président doit résoudre très très rapidement, sans oublier la guerre, la crise de nos eaux. Dans ce projet de loi adopté par le Congrès la semaine dernière, le président de la République peut nommer un vice-président. Ce vice-président, justement, pourra achever le mandat en cours, sans nouvelle élection. L'opposition parle de coup d'État constitutionnel. Si on écoute Robert Moutembassa, membre du comité central du RDPC, eh bien, c'est pour rétablir l'ordre, parce qu'il y avait beaucoup de désordre entre temps. Il fallait que le président de la République puisse siffler la fin de la récréation. Moussa Njoya, qu'en pensez-vous? Bon, moi, quand j'ai suivi René Moutembassa, j'ai pensé au titre de l'ouvrage de Barack Obama, de Audacity of Hope, l'audace d'espérer. Je crois qu'il est un peu dans ça, il est dans l'audace d'espérer parce que bon, il faut bien se donner des raisons d'espérer lorsque la situation est vraiment gravissime, catastrophique. Parce qu'on est là en train de dessiner, de tirer des plans sur des comètes, comme on dit souvent. C'est-à-dire, on fait des supputations sur la base de rien. On a là un vice-président dont on n'est même pas certain. Parce qu'on a dit, le président peut. Voilà. Il n'est pas obligé. On a là un vice-président dont on ne sait à quoi il va servir exactement. Donc, décréter sa verticalité maintenant, c'est aller très vite en besogne parce qu'on ne sait pas très bien à quoi il va servir. Si on nous dit simplement que le vice-président assiste le président dans la marche de la République, on n'aura rien dit. Troisième chose maintenant. La verticalité même ne résout pas le problème. Le problème au Cameroun est celui d'abord de l'excès des pouvoirs informels et par ailleurs l'essence des pouvoirs que détiennent les uns et les autres. Je m'explique.
il a parlé tout à l'heure des ministères des souverainetés, qui, ma foi, dans le sens formel du terme, ne sont mentionnés nulle part. En France, le Premier ministre définit et implémente la politique gouvernementale dans tous les domaines, y compris la défense même. Les renseignements, etc., relèvent du Premier ministre. Vous avez au Cameroun des ministres qui supposent qu'ils sont des super ministres. Et généralement, quand vous partez voir sur la base de quoi ils le pensent, soit parce qu'ils sont des ministres arrivés par accord politique, les opposants qui intègrent le gouvernement, donc Bello Bouba, Satchiroma en son temps, les Kodok, etc. Soit ils se revendiquent d'une longue amitié avec le président, soit ils ont une proximité peut-être familiale ou autre avec le président. Donc ils ont leur couloir informel quand ils veulent adresser une autre président, ils l'adressent. Le Premier ministre reste à lui, tombe seulement dessus. Il a pris un exemple particulier, celui du port. Quand les hautes institutions arrivent, on dit que par lettre du DG du port, tant, et tout, on informe, et maintenant c'est le chef d'état-major particulier du président qui est un militaire. On informe seulement le Premier ministre et le ministre que on a déjà décidé. Tu dis que mais la lettre là est passée par où? Est-ce que ça a suivi la voie hiérarchique? Manifestement pas, puisque tout le monde dans le gouvernement était surpris. Que ce soit le ministre de tutelle, qui est le ministre des Transports, le Premier ministre, le ministre des Finances qui a assuré la tutelle financière, et même le ministre chargé de la communication qui est PDCA de la SGS. Cela nous renseigne davantage sur la manière de gouverner de notre pays. L'autre chose, quand j'entends le nez parler, et ça m'amuse un peu, c'est qu'il dit, si les gens veulent contester qu'ils aillent au Parlement, mais les gens n'ont demandé que les élections. La personne qui retarde les élections et qui a même annulé les élections, parce que créer un contexte de possibilité de report ad vitam sine-die, c'est-à-dire sans délai, des élections dans un pays, la première fois, c'est-à-dire que même dans les pays dictatures, même annuler les élections, c'est quand le Parti communiste se renouvelait tous les 4 ans ou 5 ans. On dit désormais que, de manière discrétionnaire, un individu va décider si les élections auront lieu ou pas. Les élections locales, qui sont l'essence de l'expression du suffrage universel. Les gens ne demandaient qu'à aller aux élections depuis février. Donc, aller sur la base d'une décision discrétionnaire et coercitive, d'où les intimidations de tous ceux qui sont passés par l'Assemblée nationale, comme nous le subissons, etc. La militarisation de la ville renseigne du fait de cette illégitimité-là. Donc, vous ne pouvez pas arracher quelque chose, confisquer quelque chose, commencer à dire que si vous voulez parler, etc. La troisième chose qui m'interpelle dans les propos de l'aîné, c'est que l'aîné parle comme si les paroles du président de la République étaient des paroles d'évangile. Comme si le président Paul Biya a toujours brillé par le respect de sa parole donnée. Le même en 2000, la chronique de Roland Tchapi est encore fraîche là. Le même en 2017 nous dit que non, vraiment, la Constitution ne lui permet pas d'avoir un autre mandat. Vraiment, les élections sont lointaines, même si elles sont certaines tout. 3 mois plus tard, il est allé modifier la Constitution pour se donner un mandat à vie. Le même nous dit le Dauphinat, vraiment, ça sonne mal dans une république qui marche bien et tout et tout. Le voilà qui est en train de vouloir instaurer le Dauphinat. Vous comprenez un peu? Ouais. Le même vous dit que non, il faut faire la transition pour la jeunesse, vraiment, le mandat de la jeunesse, tout. Les deux principales fonctions politiques où il a eu à nommer cet état, c'est la première monsieur de 66 ans et un autre qui a voisin de 70 ans, les a mis là. C'est ça la jeunesse? Vous avez 6 fonctions constitutionnelles au Cameroun, les 6 premières fonctions constitutionnelles au Cameroun, il y a une femme nulle part. Même le Gabon a fait l'expérience d'une femme premier ministre. Hein. J'ai dit même les pays musulmans, là, le Tchad et consorts, j'ai dit. Mais il y a une femme qui a été nommée récemment procureur. Vous êtes blagué ou quoi? Non, je suis on parle des choses sérieuses, on parle des fonctions constitutionnelles, on me dit que procureur de la de la Cour suprême, vous parlez de quoi là? C'est une femme. On vous dit qu'on a des pays d'importance largement moindre qui ont déjà fait l'expérience des chefs de gouvernement femmes. Je ne parle même pas de ministre femme. Présidente de la Cour constitutionnelle, femme. Hein? Marie-Rose Rogombe qui était là au Gabon, qui a géré la transition. La présidente du Sénat là-bas, c'était aussi une femme, non? Bourancho, non? Ouais. Malène Bourancho, non? Mais qu'est-ce que ceux-là ont d'extraordinaire qu'on ne peut pas faire au Cameroun? Vous comprenez un peu? Oui. Donc, quand vous prenez, vous mettez bout à bout. Vous vous dites, on vous parle de la verticalité. C'est surtout ça qui est remarquable. Je parlais tout à l'heure de l'essence du pouvoir. Si un vice-président est nommé par décret, il n'a aucune supériorité par rapport à tel ou tel autre ministre qui est nommé par décret. Parce que la plupart même des ministres disent souvent que le premier ministre qui parle là, on a été nommé pratiquement dans le même décret. Allez dans les ministères, lui qui parle de verticalité. Regardez comment les secrétaires généraux des ministères paralysent souvent les ministères. Parce que le ministre ne peut pas l'enlever. Tu sais qu'il est arrivé là comment? À l'époque, il y avait la culture des cabinets. Un ministre venait avec ses collaborateurs. Il disait nommer tel, un peu comme Dato a fait à l'Assemblée nationale, il vient avec ses gens. Nommer tel directeur de cabinet adjoint, tel, etc. Vous avez la maîtrise de vos effectifs. Là, vous pouvez avoir la même mise. Mais des gens qui viennent selon des couloirs et des réseaux pour des raisons que vous ne connaissez pas, on le nomme comme votre collaborateur. Regardez, parfois, il y a des cafénams qui y a dans les universités entre le recteur, les vice-recteurs qui ne se parlent pas, les secrétaires généraux. Il appelle un doigt, le doigt dit que pardon, ne me parle pas. C'est ça que c'est arrivé là comment? Un chef d'établissement dit que va te balader là-bas, va te faire foutre. Donc, même dans les endroits où il y a la verticalité est instaurée dans l'organigramme de l'institution, de manière ferme. L'essence du pouvoir des uns et des autres qui est identique, tout le monde est nommé par décret présidentiel, fait en sorte que chacun ayant utilisé son couloir pour être nommé ne relève de personne.
Regardez la guerre entre les ministres délégués ou bien les secrétaires d'État et les ministres titulaires, où parfois l'autre est obligé de couper le budget à l'autre et dit que ok, je n'accrédite pas ton budget. C'est le seul moyen de répression qu'ils ont souvent. Et donc, ok, je vais voir comment tu auras les bons de carburant, je ne te donne pas, va te plaindre. Et parfois, on dit à la présidente d'essayer de résoudre ça. Vous savez, il est aussi ministre de son village, il doit aller pour les meetings du 24 mars ou du 6 novembre, il doit avoir quelque chose en poche, donc donne-lui quand même un peu le carburant. Donc, ça devient les affaires du village. Cette manière féodale et villageoise d'organiser l'État, Oui. c'est ça qui fait en sorte que, mais je vous ai dit que tel que le système camerounais est, même si on prend Jésus, on le met vice-président. D'abord, dès le lendemain, Jésus avait même prêché pendant 3 ans. Lui, il n'aura même pas 3 jours. Les Barabbas vont sortir de partout. On va le lapider jour et nuit jusqu'à le crucifier. Robert Mouté Ambassa, Oui. vous avez écouté Moussa Njoya, mais tel qu'il l'évoque, même au sein de votre formation politique, le RDPC, certains ont qualifié cette réforme de suspecte. Vous avez certainement écouté le sénateur René Zengele. Comment gérez-vous ces dissensions internes? Ben, ce que le petit frère Ndiaye a dit n'est pas faux, dans ce sens que nous avons un mode de fonctionnement une structuration et un mode de fonctionnement qui favorise ce genre de comportement. Moi, j'ai fait carrière dans le privé. Quand on a un nouveau directeur général, il forme son équipe. Au niveau des expatriés particulièrement, parce que les locaux, ils sont là, il ne peut pas les remplacer, mais c'est lui, avant même de venir, il constitue son équipe. Et ça lui permet d'avoir les coulées franches et de travailler très bien. Dans l'administration, chez nous au Cameroun, ça ne fonctionne pas de la même manière. Vous avez déjà au départ un gouvernement avec un premier ministre, mais je peux vous garantir, et pour ceux qui ne le savent pas, à la présidence, chaque ministre a son représentant là-bas à la présidence, qui fait le même boulot. Le chef de division, Voilà, les chefs de division que vous voyez là. Le ministre peut même proposer quelque chose, lui bat. Vous comprenez? Oui. les ministres partent s'agenouiller devant eux, devant les C'est l'organisation du pays. Et ça, tout dépend de comment on peut apporter des changements dans cette organisation. Donc, j'ai pris cet exemple pour dire que, quelque part, dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de vérités, mais qui sont du fait de l'organisation, la structuration. Quelqu'un, vous savez, par exemple, jusqu'au poste de... Je ne sais pas si c'est directeur, le Premier ministre peut nommer jusqu'au poste de directeur, mais je crois La République du proposant Cameroun, à la dernière date, c'était le en 14 obtenant le visa à la avril. présidence. visa obligatoire. Obligatoire. Il y a un circulaire portant sur Voilà. le visa obligatoire. Voilà. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que tu peux dire que je veux travailler avec M. Andrea. On te dit non, on t'envoie Emmanuel. Et quand Coco part, il sait que tu ne l'as pas choisi. Le 14 avril. Il sait que tu ne l'as pas choisi. Il sera même là comme celui qui est là pour te surveiller, pour te traiter. Parfois, tu n'as jamais vu Coco. Ouais, parfois tu n'as jamais vu Coco. Donc c'est ce mode de fonctionnement, cette organisation, il faut le voir. Parce que ce n'est pas normal qu'un patron, un chef ne puisse pas parler. Il faut faciliter. Moi j'apprécie ce qui s'est fait au niveau du Sénat de l'Assemblée. Un représentant de l'Assemblée qui vient, il met son équipe au cabinet tout de suite. Parce qu'il sait que les autres ne vont jamais travailler pour lui. Ils vont travailler pour celui qui est parti. Okay? On a vu ça à l'époque quand Fouchivé quitte les renseignements. Gaï Kiti va au village. Étant au village, il était plus renseigné que le délégué général de la Sécurité nationale. C'est lui qui appelle Parlant de la Sécurité nationale, lorsque vous avez un ministère entre guillemets aussi sensible comme celui-là qui fait 14 ans de blocage de Oui, nomination. on a touché l'article 5, l'article 6. Le DGS envoie les textes tous les jours, ça monte de paraffin et de descente. Aujourd'hui, tous les responsables sont intérimaires à la DGS. Et puis l'article 10. Parfois les régionaux, même tout ça là. Comment on peut avoir des délégués régionaux intérimaires presque partout? Et c'est là Même dans le littoral. l'article, ce que dit l'honorable. Parce que les paraffins, moi, ça Parce ne que me tient l'article pas. 7, si vous lisez l'article. Et allez-y savoir qui bloque les paraffins. Comment les Non, DGS va travailler avec les effectifs? Article 8, alinéa c'est pour- 8. Et demain, peut se retrouver avec 10 délégués régionaux, ils ne connaissent connaissent personne entre eux, ils ne connaissent personne. Et chacun sait pas la l'article là. 10. Dans ce contexte-là, parce que par envoyer une ordre pour ça Ce qui nous amène à dire que c'est pour exemple l'organisation de structuration. C'est vrai que je vais revenir sur Là, l'article 8. Oui, on va on revenir doit sur se l'article 8. faire Oui, mais décider à haut l'article niveau 10, pour voilà. ramener les choses à l'endroit, comme on dit. Article Vous savez, 10, alinéa moi 1, je le ne suis président de la pas République sorcier, ministre et mais sur je suis comme tous proposition les Camerounais, je des marche autres membres du avec les oreilles par terre. gouvernement sur leurs attributions Même nos et deux, défend même le nos deux fonctionnement grands des patrons dans la ville de Douala, il y en a qui vous disent qu'un est venu pour surveiller l'autre, ainsi de suite. Ça se dit. Vous comprenez? Donc vous voyez même chacun travaille avec l'autre un peu comme ça, en guettant l'autre. Vous comprenez? Donc ce modèle de fonctionnement, c'est la raison pour laquelle je l'ai dit dès l'entame ici, qu'une école comme l'INAM doit être réformée. Parce que tout part de là. On leur donne des formations là-bas et on leur dit des choses que c'est vous les patrons du pays. Personne d'autre. Et quand tu as dit maintien de l'ordre, un sous-préfet peut prendre n'importe quelle décision sur la base du maintien de l'ordre. Donc j'ai dit, ce genre d'école, c'est une école coloniale. Il faut la fermer et créer des écoles modernes. Et la diviser de telle manière que chaque région du pays doit avoir une partie de ceux qui étaient formés là-bas. D'abord, ça va augmenter en capacité de production des intellectuels. Ils n'auront plus la même philosophie. Parce que quand vous partez, vous êtes un sous-préfet, vous êtes un préfet, vous êtes un financier, vous avez des problèmes peut-être au TCS. C'est votre camarade de promotion qui doit vous juger là. Vous croyez que ça va se passer comment? Vous croyez qu'ils sont insensibles? Donc je veux dire qu'il faut mettre en place une
une organisation, une structuration qui va empêcher ce genre de dysfonctionnement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de ministres, quand tu parles voir en privé, tu veux que je fasse quoi? Je ne peux rien. Il a des directeurs. C'est elle qui l'a envoyé. Il a son C'est elle à la directeur qui présidence. s'assoit sur les dossiers. Le ministre convoque la réunion et dit que... Il ne vient même pas. Il ne vient même pas. Il ne vient pas. Le ministre est là, il dit que... Mais le directeur est là, il dit que le patron n'est pas encore là et tout. Après, il arrive là, il dit que le ministre est là. J'en connais un qui m'a dit, quand il est allé se plaindre comme ça, il a dit, mais non, il a travaillé avec tout le monde sans problème. C'est toi le problème. On va mettre une pause. Il y a le PMUC. Charles Douglas est déjà là justement pour le